Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je vais commencer ce podcast en vous parlant d'une rencontre. Cette fois-ci, c'est moi qui ai fait une rencontre. J'avais des places pour un musée. En chemin avec ma fille, on entend du son, mais du gros son. Ça gronde et ça se prépare. On s'approche et là je vois un maître de cérémonie bien rodé, plutôt méga bien rodé, mêlant humour, ce genre de mec qui déjà attire votre attention. Un animateur de rue avec 3 danseurs impressionnants, radicalement impressionnants. Ça se prépare, ça gronde et ça gronde. Ma fille et moi, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe au sol. Moi, au sol, assise au sol. Bref, on a loupé le musée, on est resté toute l'après-midi sur le parvis face à Beaubourg, à Paris, à observer ces athlètes. Oui, je dis bien ces athlètes, des performeurs. Comme j'aime observer et comprendre comment ça s'organise, j'ai fini en grande discussion avec celui qui a tout créé. J'apprends après qu'il a créé ça avec cet animateur, ce type-là, humoriste, avec ses redlocks. De la street à l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un pas, ou plutôt quelques pas de hip-hop. Son terrain de jeu, la rue. Et il en a fait un business, un bon business. Danseur et entrepreneur, mon invité du jour est le cofondateur et directeur de Street Smile. En rentrant dans mon bureau, il m'a dit « J'ai un cadeau pour vous. Ma mère m'a toujours dit « On vient avec un cadeau. » Et là, on est invité, alors j'ai un cadeau. Il m'a offert un divin t-shirt logotisé Street Smile, donc tout est pensé. On va parler art, business, insertion sociale, solidarité, talent, entreprise avec le smile. On va parler danse, partage et comment donner sa chance à tous. Youssef, bonjour. Bonjour Soledad. Bienvenue. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi cette année 2024 ? Bon, elle est plutôt bien partie. Elle est plutôt bien partie. Le breakdance est aux Jeux Olympiques. Ok. Ce qui est une très très belle opportunité de pouvoir confirmer la place qu'a cette danse, Waouh. qui est devenue du coup un sport olympique, Mhm. et promouvoir la culture hip-hop dans son ensemble et confirmer qu'on fait partie du quotidien de tout à chacun. Déjà petit, tu connaissais le street dance ? Oui, j'ai fait mon premier cours de danse breakdance à 8 ans. 8 ans. Ouais. Ok. Alors raconte-nous, tu es né où et quand ? Alors, je suis né en 1991 à Paris, Paris 14e. Et puis, à l'âge de 5-6 ans, on s'est installé dans le 19e, rue de Quel Belleville. coin ? Rue de Belleville. Ah ok, rue de Belleville. Et Ouais. quel genre d'enfance as-tu eu ? J'ai eu une enfance équilibrée. J'ai des parents aimants qui ont toujours été là pour moi. Une famille modeste. Mon père retraité, ma maman assistante maternelle. Ok. Et Quand tu étais petit, il était déjà retraité, ton papa ? ouais, il était sur la fin. Ouais, il D'accord. était sur les dernières années de travail. Donc ta maman assistante maternelle, donc on imagine une maman bienveillante qui sait bien s'occuper des enfants. Voilà. Tu as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai 3 frères. Et ouais, j'ai 3 frères. Et tu rêvais de quoi quand tu étais petit ? Alors, quand j'étais tout petit, je voulais être médecin. Ok. Ouais, je voulais être médecin. T'occuper des autres, C'est les ça. soigner. C'est ça. Et après, quand j'ai découvert la culture hip-hop, à partir de mes 8 ans, j'ai été conquis par tout cet univers de graphe, de musique et de danse. À 8 ans, donc là on est en quelle année ? À 8 ans, on est en 99. 99, donc le rap existe déjà, parce qu'en France c'est arrivé quand le rap ? 92, 93, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, le hip-hop est né je dirais, mi-70, début des années 80.
s'est développé entre les années 83 84, notamment avec Beat Street. Mhm. Et ouais, à partir des années 90, ça devenait. En France, on avait nos groupes français Tout à fait. et la culture du hip-hop se faisait connaître. Donc à 8 ans, ta passion pour la culture hip-hop se fait grande et tu as ton premier cours de breakdance avec François Gautré. Raconte. Ouais, c'est ça. Alors, il y a François Gautré de Hairstyle, Mhm. qui est d'ailleurs pas mal connu dans le milieu, car c'est un activiste et qui met en place plein de choses pour promouvoir la culture hip-hop. Et il était venu à mon centre aéré, à D'accord, l'école Romainville, donner d'accord. un cours de breakdance. Et du coup, c'était mon premier cours. Et c'est là que j'ai tellement pris plaisir que je me suis dit, oh bon, il faut que je trouve un moyen, il faut qu'un jour je m'y mette à ça, mais de manière plus sérieuse. Et à 13 ans, deuxième cours de breakdance avec Dadge Dodge, ouais, c'est ça, du exact. 20e. C'est ça, ouais. Donc là, tu commences à côtoyer les salles de danse, à rencontrer l'écosystème du breakdance. Tout à fait, exactement. J'ai commencé à mon premier cours et puis je lui ai dit que je voulais faire du break, je voulais m'entraîner, je voulais apprendre, etc. Et puis il a commencé à me montrer des salles, une MJC dans le 20e, où j'ai fait la connaissance avec tous les danseurs du 20e. Mhm. C'est aujourd'hui un groupe qui s'appelle 20e Tribu. D'accord. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à côtoyer les salles de danse, en autodidacte, du coup, aller dans les salles, m'entraîner et du coup partager le savoir des autres danseurs qui en même temps m'apprenaient, me montraient des mouvements. Et puis de fil en aiguille, je me suis perfectionné. Cette notion d'autodidacte, elle est importante. On a toujours l'impression que c'est, ouais, voilà, il y a pas de prof attitré. Qu'en est-il vraiment? Alors aujourd'hui, ça a évolué, Mhm. mais à l'époque, l'état d'esprit, c'était qu'il y avait des lieux où s'entraîner. Donc, la Défense. À l'époque, il y avait Gare de Lyon. Avant que même je commence le breakdance, il y avait Châtelet, Châtelet-Léal. Et c'était des endroits où on trouvait des breakdancers en train de s'entraîner en plein milieu de l'espace. Et pourquoi autodidacte? C'est plus dans le sens où on n'est pas dans une école de danse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de danse qui proposent des formations, etc., chose qui est très bien. À l'époque, c'était moins développé. Et si on voulait apprendre le break, il fallait côtoyer les salles de danse. Et ces salles de danse-là, en fait, c'est des salles de danse où chacun s'entraîne de son côté. Est-ce qu'à l'époque, c'était un univers plutôt bienveillant et est-ce que les femmes avaient accès? Oui, les femmes ont toujours eu accès aux salles de danse. Ok, Ça n'a jamais posé problème. Et la bienveillance, elle a toujours été présente. toujours Elle a présente. toujours été présente, ouais. C'est plus, on va plus sentir des appréhensions parce qu'on va se dire, voilà, les autres ils sont forts, moi je suis moins fort, je vais m'entraîner dans la même salle qu'eux, mais je vais me sentir un peu ridicule. Mhm. Mais dès que cette appréhension-là elle est passée, ben, on se rend compte qu'en fait c'est une grande famille. D'accord. Et là, tu es étudiante, tu es à l'école, Ouais, tu as un petit garçon. ouais. 2006-2007, tu débutes en street show à Saint-Lazare. C'est quoi ça? Raconte. Alors, au bout de quelques années de break, j'ai fait quelques battles, j'ai fait quelques compètes. Je Tu rentre. les gagnais les compètes ou pas? J'en ai gagné quelques-unes, ouais. J'en ai gagné quelques-unes, mais j'ai vite pris le chemin des spectacles de rue. Tout simplement parce que à mon En parallèle de tes études, toujours. tout à fait, exactement. C'est justement à l'entrée de quand je commençais en seconde, je suis rentré au lycée général à Maurice Ravel, dans le 20e. Et bah, il fallait un peu d'argent quand même quand les copains ils disaient bon, on va manger au kebab, on va manger. Hmm. Voilà, il fallait un peu d'argent. Et bah, moi, ma maman, bah, elle s'occupait super bien de nous, mais on était limité quand même. Donc il fallait un moyen un peu direct pour accéder à cette monétisation. Moi qui m'entraîne 3-4 fois par semaine en break, bah, j'en ai parlé à d'autres danseurs autour de moi. Et d'ailleurs, il y a ce fameux Dodge qui m'a proposé, qui m'a dit, bah écoute, moi je fais des spectacles de rue de temps en temps, si ça te dit, tu viens et tu commences et tu vois si ça te plaît. Ok. Du coup, j'étais à Saint-Lazare. euh, j'ai commencé à faire, j'ai fait un spectacle de rue et j'ai eu une sensation, c'est que je me suis senti en vacances. En vacances. Ouais, et je me suis senti en vacances, c'est-à-dire que le fait de danser et de partager ça avec les gens, avec un public, d'être aussi proche d'eux et de sentir leur énergie de manière aussi,
aussi clair, et ça m'a vraiment marqué. À la fin de la journée, j'avais 40 euros et je me suis dit waouh. Je Génial. me suis dit génial et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah, c'est dans ça que je veux être. Et là, tu es en seconde. Là, je suis en seconde. Mais dis-moi, quand on est un jeune de 15-16 ans, en seconde, j'imagine, 15-16 ans, et qu'on se dit, OK, je vais danser dans la rue, je vais me mettre face à un public, tu as dû faire appel à quel genre de ressources? Parce que, donc, ça veut dire que tu n'étais pas timide, ça veut dire que... Comment tu as fait? Alors, il faut savoir que être danseur et faire des spectacles devant, que ce soit des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes, ne veut pas dire qu'on n'est pas timide, qu'on Hmm, n'est pas réservé. Moi, personnellement, je sais que quand je danse, je suis un autre personnage. hmm, Je suis, c'est un autre moi qui ressort. hmm. Donc, est-ce que c'est mon vrai moi ou mon deuxième moi? Chacun a son avis là-dessus. Mais en ce qui me concerne, euh, au début, c'est sûr qu'il y a des appréhensions, on a un peu le Tu trac. l'as fait avec Dadge. Ouais, le premier, ouais. Donc, lui, il t'a donné quelques... Il t'a un peu coaché, Bien j'imagine. sûr, bien sûr. Bien sûr, il m'a donné quelques directives. Après, il y avait d'autres danseurs aussi. Du coup, j'ai intégré tout un réseau de danseurs de rue. Mhm. Et du coup, j'ai appris. J'ai appris. Et ce qui était intéressant, c'est que les danseurs avec qui j'étais à cette époque-là avaient un peu plus d'expérience, mais c'était pas non, le gap n'était pas non plus euh, euh, tellement grand qui fait que je me sens inférieur aux autres. D'accord, ok. Et ils t'ont accueilli sans problème? Ouais, c'est à cette époque-là, c'était beaucoup plus ouvert que maintenant. C'était assez facile d'intégrer une équipe parce que en fait, les spectacles de rue n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, D'accord. à Paris, je dirais, et en France aussi. Mais à cette époque-là, les spectacles de rue, c'était pas aussi développé. Il y avait que deux ou trois groupes qui faisaient des spectacles de rue régulièrement. Du coup, on avait le contact assez facile entre nous. Et tout le monde peut danser dans la rue? C'est autorisé? Alors, c'est autorisé tant qu'on ne vient pas t'arrêter. Ok. Ça veut dire que légalement, il faut demander une autorisation, etc., etc. Mais demander aujourd'hui une autorisation, ça voudrait dire que je l'aurai peut-être sur un samedi dans 6 mois. Et dans 6 mois, je ne sais pas s'il va faire beau ou pas. Donc, je pense que l'idée, c'est de le faire sans gêner qui que ce soit, en demandant d'abord aux commerçants. Et surtout, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on dérange quelqu'un, de s'arrêter et d'aller ailleurs. Voilà, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Tu viens de nous les donner. Ouais. Donc, redis-nous, c'est choisir un bon endroit, ne pas déranger les commerçants. Ne pas déranger le voisinage, partager bien sûr de la bonne vibe, proposer un bon spectacle, du moins proposer le meilleur de ce qu'on peut donner. Si on s'aperçoit qu'on dérange quelqu'un ou que quelqu'un vient nous voir pour nous dire qu'on dérange, s'arrêter et partir. Hmm. Ou baisser la musique si c'est la musique qui est trop forte, etc. Donc là, tu es en seconde. Ouais. Ça y est, tu commences. Donc, ça devient le hobby du week-end. Ouais. C'est la façon avec laquelle tu gagnes tes sous pour aller manger ton kebab Ouais, et t'acheter des baskets, j'imagine. Ouais. Tu finis tes études. Enfin, non, qu'est-ce que tu fais? Bac? Alors, je fais ma seconde, ma première, ma terminale, j'ai mon bac ES. Ah, ES, monsieur, scientifique. Non, Ok. économique et social. Ah, pardon, j'ai cru que c'était scientifique. Pas mal. Ouais. Économique et social, Et ça du te coup, va bien. ouais, voilà. Et du coup, je continue mes études, mais je continue aussi les spectacles de rue. Et là, quelle est ta vision? Est-ce que tu as déjà une vision? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses déjà à quelque chose? Alors, à ce moment-là, on a bien évolué. On a bien évolué. On arrive à maîtriser notre spectacle. On arrive à monétiser de façon très correcte nos journées. Donc, à ce moment-là, je fais des spectacles de rue le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche et les vacances. Et quand tu dis on, c'est toujours ces gens, Dadge et tous ces Oui, gens. voilà. Après, des nouvelles personnes qui rentrent, qui sortent, tout un groupe en fait Ok. de danseurs. Et à ce moment-là, eux, ils en vivent complètement. Par exemple, les autres danseurs, c'est-à-dire qu'eux, ils font vraiment que ça. Waouh. Ils font que ça. Donc voilà, Danseur danseurs de rue, ouais, de rue et tu gagnes ta vie à 100%. à Tu peux 100%. te louer un appart, vivre, faire tes courses, etc. Alors, financièrement, oui. Administrativement, non.
Ah ouais, toujours la même chose. Donc voilà, après, on va y arriver. Hmm. Mais à ce moment-là, moi, je continue mes études et je continue à faire des spectacles de rue. Du coup, je me dis, bah, je suis bien, j'arrive à me mettre un petit salaire de côté tous les mois et j'arrive à suivre mes études. Ça me demande plus de travail, mais c'est OK. Quel est ton plus beau souvenir à cette époque de danseur de rue? Quand je suis parti la première fois à Los Angeles, Ok. T'es parti faire quoi? faire des spectacles de rue. Donc avec des potes, tu t'es dit, écoutez les gars, on va essayer les Ouais, États-Unis, le rêve américain, on part à Los Angeles. c'est ça. Alors en fait, mes copains danseurs, eux, ils étaient déjà partis une année avant. Vous avez été audacieux parce que quand même les États-Unis, c'est juste le berceau. C'est ça. Ah, c'est audacieux. En fait, juste avant, on avait fait l'Espagne, on a été aussi dans le sud de la France, on a fait l'Espagne, on avait fait l'Angleterre et on avait fait la Hollande. D'accord. Et on s'est dit, bah, autant essayer les États-Unis. Et puis au-delà d'aller conquérir le public américain, l'idée c'était surtout de se perfectionner, d'aller voir là-bas, parce que là-bas le spectacle de rue c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, Hmm. beaucoup plus qu'en France. Enfin, du moins c'est différent aux États-Unis. Et, euh, et on s'était dit, bah, on va aller là-bas, on va se perfectionner, on va voir là-bas les Américains qui ont ce côté un peu showman naturellement. Les gens Hmm. qui marchent dans la rue font un show juste dans leur démarche. Donc on s'est dit, on va aller un peu s'inspirer de tout ça, aller enrichir notre expérience et nos connaissances. Mhm. Et puis, bon, on était des aventuriers aussi. Donc, Génial. ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. J'y suis allé 2 années d'affilée. Donc, j'y suis allé en 2009. Vous êtes allé à combien? On était 4. 4. Ouais. Donc, location de... Vous dormiez où, par exemple? Hôtel, on louait des appartes. Et Incroyable. on faisait des spectacles de rue tous les jours Et là-bas. les Américains vous ont bien reçu, ça marchait bien? C'est ça, ils nous ont bien reçus. Et ce qui est intéressant, en tout cas à Los Angeles, c'est que là-bas, tout va dépendre de ton niveau. Si ils voient que ça balance, eh ben, ils vont respecter. Si... Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi quand je t'ai découvert au Parvis de Beaubourg. Et ça m'a surpris comment vous réussissez à éveiller justement la prise de conscience du talent, de votre talent. C'est-à-dire que on est dans la rue et les gens font la queue pour payer avec, par carte bancaire. On en parlera tout à l'heure. Ouais. J'ai vu des gens vous donner 20 euros, c'est pas rien. 10 euros, 5 euros, c'est pas rien. On ne vous donne pas des pièces de 50 centimes ou 2 euros. Et je me suis dit, c'est extraordinaire de danser dans la rue où le public peut partir en courant. Et en fait, non, vous valorisez votre talent à un tel point que les gens restent et font la queue pour vous payer. C'est quand même extraordinaire. On va revenir à Los Angeles. 2 fois, donc ça t'a appris quoi? Ça t'a appris justement tu as observé comment on fait monter la sauce. Qu'est-ce que tu as appris de ces voyages? Par exemple, quand on est allé à Los Angeles, il y a une méthode qu'on a découverte là-bas, c'est que les groupes de spectacles de rue passent avec le chapeau au milieu du spectacle. Ok. Donc, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait en France. Et en fait, on s'est dit, waouh, on s'est dit, les mecs, ils font la première partie du spectacle, ils passent au milieu, ils récoltent l'argent, et ensuite ils font un grand final. Et en fait, bah, en revenant, on s'est un peu inspiré de cette stratégie-là. Donc là, on est en 2011 et on a perfectionné aussi en se disant, eh ben, on doit être assez flexible et s'adapter tellement bien à notre public qu'il faut pouvoir proposer la formule de spectacle qu'il faut au bon moment. Donc, par exemple, si c'est un public qui va euh, contempler un spectacle, mais qui est un peu pressé, on va par exemple faire la formule, on va présenter un spectacle, on va saluer, et puis ceux qui veulent donner à la fin du spectacle, ils donnent. Mm. Si on va voir que c'est plutôt un public qui est assis, qui est contemplé, qui a tout son temps, et ben là, on va leur proposer une formule plus grosse, avec plus de contenu, avec plus d'animation, plus d'interaction, et on va passer au milieu. Et ainsi, le chapeau, il va être proportionnel à ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler d'un mauvais souvenir dans la rue à cette Oh là là, époque? ben, des mauvais souvenirs. Je dirais pas mauvais souvenirs, mais difficultés.
c'est les galères d'hébergement. On arrive dans une ville, on arrive au Festival d'Avignon, on n'a pas d'hôtel, on Mhm. dort dehors. On est dans un spectacle, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe, une bagarre qui éclate dans le public, une personne qui est sous alcool, qui passe en plein milieu du show et qui a Mhm. décidé de que le spectacle se fasse pas. Bah, il faut Mhm. gérer. Mhm. Il faut gérer. C'est toutes ces difficultés-là qui peuvent arriver, qui font que on doit on doit avoir la bonne réaction au bon moment et dans la bonne dose. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Quand je parle d'athlète, il y a des sauts extraordinaires. On parlera de ce Brésilien qui est juste incroyable. Est-ce que le sol est vraiment adapté? Je t'assure, j'y pensais. Je me disais, aïe, 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 avec ces sauts, enfin, je sais pas, je connais pas les noms exacts, mais Alors, la coupole. par exemple, Ouais. est-ce que c'est adapté ce sol, ce béton-là? Alors, l'artiste de rue c'est pas le sol qui s'adapte à l'artiste, c'est l'artiste qui doit s'adapter au sol. Mhm. Donc, il y a des artistes qui vont être sélectifs, qui vont dire, bah voilà, moi pour performer, je dois avoir ces conditions-là, ces conditions-là, ces conditions-là. Euh, Comme il y a des artistes, et nous on en fait partie, qui partons du principe que si le sol il est un peu rugueux, il est un peu difficile, c'est aux danseurs d'adapter leur danse au sol. Après, chaque danseur, en fonction de son style, va avoir plus ou moins de difficultés. Mais le plus important, c'est de faire de son mieux sans pour autant se mettre en danger. Et les gens, ça, ils le ressentent. Ils Mhm. ressentent quelqu'un qui se donne à fond. Je vais donner Ils se donnent tous à fond. C'est le but. Le but, Mhm. c'est de donner aux gens. Sinon, Mhm. autant aller dans une salle de danse et s'entraîner dans son coin. Et puis, on fait ce qu'on veut. Mhm. Mais quand à partir du moment où on est dans un spectacle, il faut donner toujours son maximum. Alors justement, c'est le moment. Donne-moi un conseil pour les danseurs qui veulent se lancer. Est-ce si facile d'être danseur de rue? Parle-moi du niveau et parle-moi justement de ce niveau d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut pour être et devenir danseur de rue et en vivre? OK. Aujourd'hui, le spectacle de rue, c'est une discipline dans laquelle on peut se professionnaliser. Notamment grâce à Street Smile, qui permet aux danseurs de rue d'être intermittents du spectacle, chose qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant, les danseurs de rue, ou pour l'écosystème du spectacle en général, faire des spectacles de rue, c'était pas vraiment un métier. C'était plus un moyen de gagner un peu d'argent. Voilà. Puis il y avait des petites rumeurs qui disaient, bah, un tel est là, il s'est fait vraiment beaucoup d'argent, mais ça restait des rumeurs. Nous, l'idée, c'était de venir, d'étudier le système français et de dire comment on peut, de manière 100% légale et adaptée, proposer une solution aux danseurs de rue qui monétisent leur talent tout en ayant une vraie situation professionnelle. Alors, faire des spectacles de rue, c'est très difficile. C'est très difficile. En ce qui me concerne, moi, j'ai eu je pouvais dire que j'étais un peu expérimenté et que je maîtrisais ce que je fais au niveau du spectacle de rue au bout de 3 ans. Après, nous, on était en autodidacte à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on n'avait personne pour nous conseiller. Aujourd'hui, un danseur qui intègre Street Smile, on peut le former en spectacle de rue en 20 spectacles pour Street Smile. Si après, il veut aller faire des spectacles de rue de son côté, si soit il est accompagné ou il est dans une équipe de personnes qui sont là depuis des 10 ans, 15 ans et qui ont du coup tout le savoir-faire, il va être facilité. Mhm. Mais s'il veut apprendre de lui-même, on va dire, faut qu'il soit passionné. Mhm. Faut qu'il aime vraiment faire ça parce que c'est très difficile et ça met énormément de temps. Il faut être patient, ça met du J'ai temps. vu leur capacité physique avant même de commencer. J'ai été extrêmement séduite par ces assouplissements. Il y avait deux, trois garçons qui faisaient vraiment le grand écart, etc. C'est-à-dire que c'est là où je te dis, j'étais vraiment surprise par ces conditions physiques. Denses, Ouais. vraiment. Mm. Bah, ces danseurs-là s'entraînent à côté. Leur corps, c'est leur outil de travail. Pour certains, ils ne font pas que des spectacles de rue. Il y en a certains qui font aussi de la scène, qui travaillent aussi avec des compagnies, qui font des Mm. battles. Et l'idée, c'est d'être toujours au top pour pouvoir s'adapter en fonction du contexte. Mm. Alors revenons à toi. Voyage, Los Angeles, tu observes, tu identifies un peu les méthodes.
et tu as fondé ta propre entreprise, Street Smile, qui répond à un vrai besoin et une vraie proposition sociale au-delà de l'entrepreneuriat qui me séduit terriblement. Ça s'est passé en quelle année et comment tu as eu cette idée? Ok. Alors, entre le moment où je suis parti à Los Angeles et le moment où j'ai fondé Street Smile, il s'est passé plein de choses. Donc, j'ai continué mes études jusqu'au master. Donc, tu faisais quoi comme étude après ce bac éco? Alors, j'ai fait un BTS en management. Ok. Ensuite, je suis passé en licence économie et je suis passé en master management et entrepreneuriat. Sans le savoir, tu te préparais en C'est fait. ça. Et en parallèle de ces études, quand tu étais étudiant à la fac, tu dansais encore dans la rue? Tout à fait. Ah oui, oui, j'étais toujours à fond. J'étais encore même plus à fond. Mhm. Parce que à cette époque-là, avec les copains, on commençait à se dire, bon, bah, on fait des spectacles de rue depuis beaucoup d'années. Il faut qu'on ait une vraie proposition de valeur. Il faut qu'on soit pro quand même. Alors, on n'était peut-être pas professionnel du point de vue structurel. On n'avait pas de structure, on n'avait pas d'entreprise, d'association ou quoi que ce soit. Mais on avait cette envie de proposer quelque chose aux gens. Donc, par exemple, on a fait des DVD. On a fait appel à un réalisateur qui nous a filmé pendant 2 mois. On a sorti un DVD qu'on a vendu pendant nos spectacles à 8000 exemplaires. Waouh. Donc ça, c'est quelque chose où on a... Quand tu dis on, c'est qui? C'est les potes avec qui j'étais à l'époque. C'était tous les danseurs avec qui on faisait des spectacles de rue. Donc, Street Smile, excuse-moi, j'arrive pas à le dire. Street Smile, c'est un projet commun en fait. Alors, à cette époque-là, ça s'appelait pas Street Smile. Ah, Ça s'appelait Illusion Optique. Et le projet n'était pas de professionnaliser et de donner des opportunités professionnelles aux danseurs, mais c'était plutôt de créer un truc autour du groupe. Donc c'était un peu comme si c'était dans l'intérêt du groupe et non pas dans un intérêt qui dépasse les intérêts personnels. d'accord, ok. Donc là, c'était vraiment l'idée d'évoluer, de se dire, bon, bah, Collectivement. voilà, c'est ça. L'idée, c'était de se dire, bon, bah, les gars, on arrive à faire des spectacles de rue, on arrive à voyager, on arrive à gagner de l'argent. Pourquoi pas on vendrait pas des DVD pour se faire encore plus connaître? Hmm. Donc, on a commencé à vendre des DVD. On a commencé à cette époque-là à se dire, bon, on va peut-être commencer à vendre des casquettes, on va commencer à vendre des t-shirts. On explorait comme ça plein de pistes. Et puis, j'ai continué mes études jusqu'au master. Et à un moment donné, je suis arrivé au master et je me suis dit, bon, Youssef, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire? De ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce que tu vas continuer à faire des spectacles de rue à côté pour te faire plaisir? Ou est-ce que tu vas essayer de développer quelque chose autour de ce que tu fais, qui de base est le spectacle de rue, mais qui va aller au-delà du simple plaisir du week-end Hmm. ou du simple, on va dire, travail d'artiste qu'un artiste pourrait faire de façon indépendante, de manière très modeste, quoi. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer de monter quelque chose qui va dépasser ma personne et qui va marquer l'histoire et qui va marquer aussi le quotidien des danseurs. Et là, tu as décidé de démocratiser la discipline aux yeux du grand public et tu as créé Street Smile. Tout à fait. En quelle année? Alors, le début, c'était 2016. Et, En c'est 2016. ça. À l'époque, justement, un danseur de rue est-il considéré comme un artiste? C'est une bonne question, ça. Je pense que à cette époque-là, on n'était pas encore respecté dans le sens où aujourd'hui, à Paris, même en France, n'importe quel danseur sait qu'aujourd'hui, il peut avoir son statut d'intermittent, être considéré par la société comme un vrai artiste et faire que des spectacles de rue. Et justement, ta famille, qu'est-ce qu'ils en pensaient de savoir que tu dansais dans la rue? Alors, je pense qu'il, Tu leur avais dit d'ailleurs? oui, oui, il savait très bien. Je vais pas dire qu'il m'encourageait, mais il voyait en tout cas que j'étais épanoui. Et il partait du principe que tant que j'arrive à gagner ma vie, que j'arrive à m'en sortir et que je ne plonge pas un peu dans cette spirale de je tourne en rond et j'avance pas dans ma vie, bah, sur le principe, c'est OK. Après, moi, j'ai commencé à voyager assez jeune, donc j'ai très vite eu mon indépendance et j'ai très vite rassuré mes parents.
en leur disant Hmm. que je savais où j'allais, je savais ce que je faisais, que j'assumais mes choix, et que je les embêterais pas. Démocratiser la discipline aux yeux du grand public. En 2016, tu crées Street Smile, toi tout seul? Alors non, on est moi et Adam. Adam, Voilà, ce superbe artiste au Red Lux que vous pouvez voir un peu partout dans Paris. c'est ça, même pas que dans Paris, hein, dans- Partout. partout, dans plein d'autres villes. Alors tu vois Adam, que j'ai pas vu danser. Est-ce qu'il danse encore? Il danse encore, C'est l'animateur phare, c'est ton associé. c'est ça, Il est un animateur extraordinaire, beaucoup d'humour, un vrai franc-parler. Il rebondit, vraiment, il orchestre. C'est le chef d'orchestre du show, c'est un peu ça. complètement. Et donc, tous les deux, amis, vous vous dites, tiens, on va professionnaliser. On va professionnaliser les spectacles de rue. On va déjà en premier temps, nous, pour lui et moi, avoir une situation de danseurs de rue qui fait qu'on est considéré officiellement comme professionnel, démocratiser ce système-là et donner la chance à d'autres danseurs qui souhaitent faire des spectacles de rue, entre autres, en plus de toutes les autres manières de pouvoir gagner sa vie en dansant, de pouvoir avoir un vrai statut professionnel et avoir des outils à disposition qui sont fournis par Street Smile pour savoir dans quelle direction ils peuvent aller et faire les choix qui leur conviennent. Tu as réussi à créer cette entreprise grâce aux études ou tu as dû te faire accompagner, tu as fait appel à des avocats, des conseillers? Comment tu as fait? Alors, je pense que les études, ça m'a surtout apporté un aspect rigueur de travail, être à l'heure, tout ce qu'on est obligé d'avoir à l'école en général. Mais après, pour monter une boîte, la développer, vendre des spectacles, je ne l'ai pas appris à l'école. Hmm. Je l'ai appris déjà en faisant des erreurs. Mhm. De En... ces erreurs, on apprend toujours. J'adore cette Exactement, phrase. c'est ça. En m'expérimentant. Hmm. Et oui, j'ai rencontré plein de personnes sur mon chemin qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'apprendre des nouvelles choses. Ouais. Hmm. Donc, Street Smile, c'est quoi comme entreprise? Alors aujourd'hui, Street Smile, c'est une agence spécialisée dans le spectacle et plus globalement dans le spectacle à dimension culture urbaine qui permet aux artistes d'avoir du travail en faisant ce qu'ils aiment. Tu vends des shows en entreprise. Tout à fait. Tu continues à produire, je parle bien de produire des shows dans la rue. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire il y a un aspect spectacle de rue qu'on continue à faire en fait. Et au quotidien, moi au bureau, je reçois des demandes et je prospecte des agences événementielles, des entreprises, euh, des chargés de projets culturels, les mairies, les marques et tous les diffuseurs qui peuvent nous permettre de promouvoir Street Smile et surtout les danseurs. Si un danseur nous entend et qu'il rêve de rentrer chez Street Smile, quelles sont les conditions requises? Alors, si un danseur souhaite Ou travailler, danseuse ou danseuse, d'ailleurs. bien sûr, complètement, souhaite travailler avec Street Smile, il faut d'abord que ce danseur, cette danseuse ait un niveau confirmé. Euh, Donc tu fais passer un sorte de casting. alors, c'est pas un casting, il suffit que j'aille sur le Instagram et je sais tout de suite si le danseur il a le niveau ou pas. D'accord, ok. Après, l'idée, c'est d'étudier ensemble son projet artistique. Il faut que ce danseur souhaite vivre de la danse. Mhm. Donc, il faut qu'il y ait vraiment. C'est assez clair, mais un danseur qui veut juste danser à côté de son travail, euh, je la redirigerai vers d'autres structures que vers Street Smile, par exemple. Mhm. Il faut que le danseur sache exactement ce qu'elle attend de Street Smile. Et puis, une fois tout ça discuté, on peut commencer à mettre en place un projet commun. Quelle est la définition pour toi euh, d'un bon danseur? Est-ce qu'il s'agit juste d'avoir du talent ou autre chose? Alors, pour moi, alors, il y a bon danseur et il y a danseur qui fait une bonne carrière. Mhm. Il y a des danseurs talentueux, très talentueux, qui ne font pas de bonne carrière. Euh, Question de choix, euh, de chance?
question de chance. Il y a un peu de chance. Je pense que la chance, elle fait partie de l'équation, mais c'est pas que la chance. Mhm. Il y a aussi l'aspect humain. C'est-à-dire que, euh, on va dire, ceux qui donnent les opportunités aux danseurs, ils vont attendre le talent. Mais le talent, on peut le mesurer. C'est-à-dire que, par exemple, dans les danseurs, il y a l'élite, Mhm. il y a le 1%, et après, il y a le 99%. Malheureusement, bah, les 99%, c'est la grosse majorité. Donc, si on est dans les 99%, grosse chance on a de grosses chances d'être dans ces 99%-là, finalement. Au final, Mm. il y a plus de danseurs qui sont dans les 99% que dans les 1%. Et à ce moment-là, ce qui va faire que tu vas pouvoir t'en sortir, je pense que c'est tes compétences humaines et non plus tes compétences artistiques. Ok. Alors, quand je t'ai rencontré, il y avait 3 danseurs. Il y avait un Italien, Ouais, Matteo. ouais, Il y avait un Brésilien ouais, qui sortait de la favela, tu m'as ouais, dit, qui ouais, venait de la favela. ouais. Et il y avait un garçon du Togo. Togo Ouais. qui avait tous les 3 des histoires singulières. Ouais. Et raconte-moi celle de ce Brésilien absolument plus que doué. Enfin, moi, j'étais vraiment sidérée de le voir évoluer comme ça sur le parvis de Beaubourg. Raconte-moi son voyage de la favela à Paris. Alors, il est venu en France pour avoir une vie meilleure. Il Euh, a laissé femme et enfants. il a laissé femme et enfants pour venir tenter sa chance en France avec l'espoir de pouvoir proposer quelque chose de mieux à sa famille. On imagine sans visa ou, enfin, je sais Ouais, pas. c'est ça. C'est Mhm. vraiment. Il est venu. Il s'est débrouillé en tout cas. Il est Ok. arrivé en France. Moi, je l'ai rencontré autour d'un café. Donc, c'est lui qui a fait appel à Sweet Smile. Tout à fait. Il est parti dans une salle de danse. En discutant avec les autres danseurs lui ont dit si tu veux travailler, appelle ces gens-là. Ils te proposeront quelque chose, je pense. Donc, on s'est rencontrés. On a discuté, il m'a expliqué sa situation. Je lui ai expliqué nos conditions, comment on travaille, etc. Les conditions, c'est un engagement. C'est de la qualité de travail, c'est un engagement humain et un engagement de travail aussi. Tout à fait. En fait, c'est plus des valeurs. C'est plus, nous, on a une certaine culture dans Street Smile, on promouvoit certaines valeurs. On veut être sûr qu'on partage les mêmes valeurs, tout simplement. Euh, Quelles sont ces valeurs? et ben, le partage, par exemple, le fait de respecter que Street Smile va mettre en place et mettre à disposition des ressources et des outils aux danseurs, des avantages. On demande en retour une certaine cohérence dans les choix que le danseur va faire, qui ne rentre pas en conflit d'intérêt avec Street Smile, parce qu'on reste une entreprise. Mhm. Et du coup, un moment, l'entreprise doit fonctionner sur un modèle économique rentable. Mhm. On n'est pas une association, donc ça, on le dit directement. On a un modèle privé, donc on n'a aucune subvention, on est autofinancé. C'est des choses que j'explique aux danseurs. Et je lui dis, bah, on peut travailler ensemble, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Tu gardes ta liberté, mais si tu veux continuer à pouvoir bénéficier des avantages de Street Smile, il faut que dans ce que tu vas faire dans ta carrière et dans ce que tu vas faire, que ce soit en spectacle de rue ou dans d'autres choses, bah, on puisse préserver nos intérêts des deux côtés. Donc, autour de ce café, tu lui expliques les valeurs, C'est ça, les exigences exactement. et Et bah, après, il valide. Donc, il signe un contrat. Il signe un contrat de partenariat. il parle français. Il parle pas français. Você fala português, então? Voilà. T'as parlé portugais? No hablo español un poquito, pero el Ok, portugués. ben vous avez réussi à vous entendre sans problème. Tu avais un traducteur, tu as fait comment? Bah, Google Traduction, Ok, tac, tac, trop tac, bien, ok. trop bien. Après, pour traduire les contrats, bah voilà, il y a des outils, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc là, ça part en contrat carrément. Tu as un contrat. C'est un contrat, tout à fait. Donc, il devient danseur exclusif Street Smile. Je vais finir Pas, à la fin du podcast, je vais bien savoir le dire. Donc, contrat artiste exclusif. pas exclusif. On n'a pas l'exclusivité sur nos danseurs. Donc, tu n'es pas un agent non plus. Voilà. Par exemple, si demain ce danseur est contacté par n'importe quelle autre compagnie, il peut me demander mon avis. Il peut me dire voilà, chef, est-ce que tu peux me lire ce contrat? Dis-moi ce que tu en penses.
mais il a tout à fait le droit. Et d'ailleurs, moi, j'encourage mes danseurs, lorsqu'ils ont des opportunités, je les encourage à y aller, surtout quand il s'agit vraiment d'une opportunité. Hmm. C'est-à-dire que moi, si j'estime que ce qu'on lui propose, il a déjà mieux avec nous, je lui dirai, mais il pourra quand Hmm. même y aller. Mais si j'estime que c'est une vraie opportunité, c'est même si par exemple il a prévu de danser un certain jour pour un spectacle avec nous, si on lui propose un autre spectacle le jour même et que je vois que c'est une meilleure opportunité, je l'encourage à y aller. Hmm. C'est- Tu es d'une bienveillance avec tes artistes. Peut-être J'essaye que, en tout cas, peut-être que tu tiens ça de ta maman, assistante maternelle. T'es comme, peut-être. tu les protèges, ces artistes. Et C'est ça, j'essaie de leur apporter les bonnes bases pour qu'ils puissent évoluer. Et nous, on a un peu le tonton qui est là en cas de besoin, un petit coup de fil à Youssef. Moi, hmm. je reçois souvent des mails de danseurs ou des messages sur Instagram qui me disent, danseurs avec qui j'ai pas travaillé depuis 1 an, 2 ans, et qui me disent, hey, Youssef, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à ça? Voilà, je suis dans telle situation, avec telle structure, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est réglo, pas réglo? Enfin, voilà. Donc, tu n'hésites pas à donner des conseils. Voilà. Sans pour autant juger les autres, bien sûr. Comment s'appelle cet artiste brésilien? Il s'appelle, alors nous on l'appelle Guy, mais son prénom c'est Ricardo. Ricardo. Bon, t'as compris, j'ai craqué sur lui. Ouais. Complètement. Alors, raconte. Ensuite, il rentre dans Street Smile. Alors ouais, il a une histoire très particulière. Il rentre dans Street Smile, donc il rentre dans le bain direct. On l'amène en tournée, c'était en été. Donc, on commence à l'amener en tournée, on part à La Rochelle, on fait des spectacles et tout et tout. Et en fait, il se trouve que à un moment donné, il me dit, écoute, Youssef, il y a ma femme et mon enfant qui arrivent dans 4 jours. Ok. Il me dit, j'avais un endroit où les loger, sauf qu'on m'a lâché à la dernière minute. Bah, moi, j'avais 4 jours pour lui trouver un appartement. Hmm. Et du coup, j'ai passé des coups de fil et j'ai réussi à lui trouver un appartement. Voilà, Street Smile, c'est ça aussi. C'est que l'entreprise s'est engagée en son nom. Tu as loué un C'est appartement. ça, Donc, c'est là où je parle d'une insertion sociale aussi. Est-ce qu'on a le temps de parler de ce danseur du Togo, bien sûr. qui est absolument fou lui Bien aussi? sûr, ouais, ouais. Alors, son nom, c'est Mati. Ah, ah. Son nom, c'est Mati et son prénom, c'est Baba. Ok. Et lui, son histoire, c'est qu'il vient du Togo. Alors, il est parti en Martinique avec une compagnie Comme danseur. comme danseur. Donc, Ok. contrat, je crois que c'était un contrat de professionnalisation. C'était un contrat alternatif, en tout cas. D'accord. C'était pas, Super. c'était, mais en tant qu'intermittent, danseur et tout, etc. Il avait un contrat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, c'était un contrat de 1 an. Et en fait, à partir du troisième mois, il était plus payé. Ok. Donc, il était plus payé et il s'est fait lâcher dans la nature par son employeur. Donc, en fait, quand il vient me voir, il arrive dans mon bureau et il me Et dit, comment il a atterri à Paris? il a réussi à voyager En fait, il est parti du Togo, il allait en Martinique et ensuite il est arrivé à Paris. D'accord. Et encore un qui a entendu parler de toi. Exactement. Donc, je reçois un message d'un autre danseur qui me dit, écoute, Youssef, je t'envoie quelqu'un qui va te contacter et tout. Il y a des situations très particulières. Il faut que tu vois avec lui ce que vous Mhm. pouvez faire. Donc, il vient au bureau, il m'explique sa situation. Il me dit, voilà mon contrat, voilà ce qui m'arrive. Alors, lui qui ne connaît pas tout l'écosystème, l'environnement administratif français, il me fait lire son truc. On s'aperçoit que son visa, il a expiré, son visa de travail, il a expiré parce que son ancien employeur ne l'a pas renouvelé, tout simplement parce qu'il a arrêté de le payer. Donc, Hmm. on est dans une situation très compliquée et en fait, je m'aperçois qu'il lui faut une promesse d'embauche. Donc, on discute et tout et tout. Il me dit, ouais, je pense qu'il me faut un contrat pour que je puisse renouveler. Hmm. Alors, le problème, c'est que son visa a expiré. Donc, il aurait fallu on se voit un mois avant. Hmm. Donc, je lui fais signer un contrat. Je lui dis, écoute, on va signer un contrat. Bien sûr, avant ça, moi, je me suis assuré que c'est un danseur très talentueux, comme tu as pu le voir dans le spectacle. Attention pour ceux qui nous écoutent, tu n'es pas, voilà, c'est ça, c'est que on parle de tous ces artistes atypiques, mais tu n'as pas que ce genre d'artistes. Mais ce qui prime toujours, même si tu es très social et très bienveillant, ce qui prime, c'est le talent. C'est ça. Il y a une exigence, c'est qu'il faut vraiment, pour entrer chez Street Smile, il faut vraiment avoir les capacités, le talent, l'endurance, le travail. Parce que je parle d'endurance, je vous ai vu toute une après-midi, parce que du coup, comme je racontais, je ne suis pas allée au musée, je suis restée toute l'après-midi.
faut y aller, hein. Ouais, Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on est d'accord que seuls les artistes qui ont un niveau confirmé peuvent prétendre à ce genre d'aide. complètement. Tous les artistes, faut avoir le niveau pour pouvoir. Et donc là, tu trouves une solution pour lui faire un contrat. Donc, je trouve une solution, je lui fais un contrat, etc., etc. Je lui dis, voilà, tiens, prends tel document, tu vas à la préfecture et tu essayes de renouveler Ton visa. ton visa. Et en contrepartie, nous, on te signe un contrat sur 1 an et on te fait ton statut d'intermittent. Voilà. Donc là, c'est en cours. On a réussi à prolonger son visa de 6 mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on lui a aussi trouvé un hébergement, on lui a aussi trouvé un appartement Hmm. pour qu'il puisse rester proche de Paris et continuer à travailler avec nous. On pourrait parler de Matteo, cet Italien, et tant d'autres. Exigence de travail, difficulté avec la rue, mais en même temps, contrat signé en entreprise, en événementiel, Avignon, voyage, Los Angeles. Tu as un réel, cet humanisme que tu as, c'est ce qui m'a séduit quand on s'est rencontrés. La force tranquille m'a aussi séduite. Ces valeurs de confiance et de partage. J'ai observé les garçons à la fin du show, quand il y a ce chapeau rempli de sous, il y en a un qui s'occupe de ça, ils ne sont pas là à contrôler. Il y a vraiment ces valeurs qui sont extrêmement séductrices. Euh, Quand on travaille avec le cœur et cet engagement, est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu as eu des grandes déceptions? J'imagine que oui, parce que quand on donne et qu'on soutient et qu'on protège et qu'on signe des contrats, j'imagine que tu as eu des déceptions aussi, des Alors, trahisons. des trahisons, des déceptions. Je ne dis pas ça. Alors, je dis oui. Je dis oui à tout ce que tu viens de dire. Donc, oui, on a eu des trahisons, on a eu des déceptions. Mais je pense que ça fait partie du jeu, en fait. Est-ce que ça t'a pas entaché justement dans cet enthousiasme? Oui. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont. C'est un peu chiant quand même quand on s'aperçoit qu'on a donné à quelqu'un et que derrière, on s'aperçoit que ces valeurs, qu'en retour, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Après, je prends aussi beaucoup de recul en me disant que j'ai choisi, euh, j'ai choisi ce métier-là, j'ai choisi ce chemin-là, et que forcément, je dois passer par ça. Et je pense que dans tous les métiers, euh, il y a une part de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle Mhm. et qu'on doit accepter. Et je pense que l'idée, c'est pas de se dire comment je vais faire pour ne pas que ça arrive, mais plutôt de me dire comment je vais faire pour que lorsque ça arrive, je l'affronte de la meilleure des manières. Parce que Ça n'a en aucun cas changé ta façon d'être. complètement pas. On continue. Ça n'a pas du tout changé ma façon d'être. Je ressors à chaque fois meilleur de ces situations-là. Mhm. Parce que quand c'est une nouvelle situation ou une nouvelle, je sais pas moi, imaginons qu'il y a un désaccord contractuel, bah, je pars du principe que si c'est arrivé maintenant, c'est que je dois le résoudre maintenant et que pour la suite, je sois prêt à pouvoir gérer ces situations-là. Est-ce que tu gagnes bien ta vie actuellement? Alors, je dirais que oui. Je dirais que je gagne. Je dirais que Street Smile est en train d'être en phase où on arrive à se salarier. C'est pas évident pour une société de salarier ses fondateurs. Ça met du temps. Après, Street Smile n'est qu'au début. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais disons qu'aujourd'hui, on arrive à se salarier. Donc, moi, je dirais oui parce que je préfère. Alors, je trouve, je donne beaucoup plus de valeur à gagner un salaire, un petit salaire en faisant ce qu'on aime qu'en gagnant un gros salaire en faisant ce qu'on n'aime pas. Donc, bien gagner ma vie, j'entends faire ce que j'aime, être épanoui. J'entends tout ce. J'entends pas juste le salaire en lui-même. Jusqu'où tu veux emmener Street Smile? C'est quoi la prochaine étape? Il y en a une? Alors oui, l'idée, c'est de devenir l'agence numéro un sur l'événementiel privé. Ok. On est très bien référencé aujourd'hui. On tourne à plus de 150 dates par an. On travaille avec une centaine de danseurs J'allais te demander combien de danseurs? 100. environ. Ouais. Ok. Quelle moyenne d'âge, les danseurs? Jusqu'à quel âge on peut faire carrière? À quel âge ça commence? Est-ce que tu fais travailler les mineurs? Parce qu'il y a
des talents de dingue de 14-15 ans Ouais. que je vois évoluer. Jusqu'à quel âge on peut prétendre être danseur, danseur de rue, danseur de spectacle? Et le quota femmes-hommes, ça m'intéresse aussi. Ok. Alors, sur la partie moyenne d'âge, on se situe globalement entre 18 et je dirais 32-33 ans. Tu fais pas travailler les mineurs. Alors, ça m'est arrivé de travailler avec des mineurs, mais c'est encadré. D'accord, ok. Donc, mais c'est plutôt rare. Mhm. Généralement, un danseur qui veut travailler avec Street Smile sur un show privé, généralement, il faut qu'il soit majeur. D'accord. Tout simplement parce qu'à un moment donné, si je dois le déclarer en cachet, bah, si c'est un mineur, ça pose problème. Mhm. D'accord. Donc voilà. Après, sur l'aspect nombre de danseurs, etc., il faut savoir que chaque danseur choisit sa direction. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs, par exemple, qui vont travailler avec Street Smile que pour les spectacles de rue. D'accord. Il y a des danseurs qui vont travailler avec Street Smile que sur la partie show privé. D'accord. Il y a des danseurs qui vont travailler avec Street Smile comme boîte de prod. D'accord. Parce ils ont déjà une activité, ils ont déjà une certaine économie. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est encadrer administrativement tout ça. Donc nous, on va signer un contrat de production ou de coproduction, tout dépend des détails. Et on va les accompagner sur d'autres aspects. On dit toujours aux danseurs, vois Street Smile un peu comme un tiroir caisse avec plein de tiroirs. Et en fait, tu composes ton menu. Hmm. Tu vois les aspects qui rentrent dans tes besoins. Et nous, on t'accompagne sur ces aspects-là. La partie insertion sociale m'a vraiment intéressée. Est-ce que tu disais que tu travailles comme une entreprise pure et dure, donc j'imagine URSSAF, impôts et toutes ces Ouais, belles choses ouais. qu'en même temps. Est-ce que tu as été, est-ce que tu as des aides sociales? Est-ce qu'il y a des associations qui se sont approchées de toi ou c'est 100% entreprise? Alors, en client, ouais. Donc en client, j'ai des associations, j'ai des structures publiques, euh, j'ai j'ai des structures qui, elles, touchent des subventions et font appel à nous pour mettre en place ensuite le projet culturel. Mais toi, comme entreprise, est-ce Mais que tu as des aides? non, D'accord. Donc tu moi, es un chef d'entreprise avec Adam, avec tous les tracas de la vie d'entreprise complètement, et les exigences. complètement. On n'a aucune subvention, on est 100% autofinancé. On tient à rester comme ça, mais on travaille avec d'autres structures qui, elles, mettent en place des projets sociaux, notamment par exemple sur de l'accompagnement. Par exemple, là, on a un contrat avec la mission locale de Villeneuve d'Ascq. D'accord. Et par exemple, on a signé un contrat sur 6 mois avec eux. On crée tout un projet de spectacle avec des personnes en insertion sociale, en recherche de travail. Et quand on sait comment le mouvement corporel peut aider et soutenir dans cette réinsertion sociale, on peut même parler de toutes les problématiques drogue et compagnie, on peut en sortir. Exactement. Tu m'as pas dit homme-femme. Ah oui, alors homme-femme. Homme-femme, nous, on essaye d'être dans le 50-50. Il y a D'accord? beaucoup de danseuses. Il y en a un peu moins. Pour être tout à fait franc, nous, généralement, on va essayer de contacter le même nombre de femmes que d'hommes pour un show, par exemple, mais on va avoir à la fin 80-20. Ou alors sur une équipe de 4, on va avoir une fille, par exemple. Hmm. Parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais on a moins de dispo. Après, c'est mon expérience. Moins de dispo, c'est-à-dire. C'est-à-dire que moi, quand je contacte mon réseau de danseuses, j'ai moins souvent de disponibilité que quand je contacte mon réseau de danseurs. Il faut savoir que je ne sais pas si la rue comme ça, est-ce que je dis pas que les femmes sont moins endurantes, mais est-ce que Il y en c'est a quand beaucoup même moins. relativement Ouais, enfin, ça demande de sacrées ressources tout de même. complètement. Après, sur l'aspect rue, généralement, c'est des hommes. Parce que, il y a des femmes qui font des spectacles de rue. Il y en a une qui s'appelle Elrin, Mhm. qui propose un show qui mélange hip-hop et danse classique, qui, D'accord. et qui tourne un peu partout dans la France. Qui Et fait partie de ton agence? elle fait pas partie de mon agence, et on la connaît, on s'entend super bien. Mais c'est une femme très courageuse et c'est une femme qui a un très beau spectacle. Et elle, pour donner, elle, c'est un peu l'exception. D'accord. Mais généralement, c'est quand on se promène dans la rue et qu'on voit des spectacles, et bah, c'est plus courant de voir des hommes. Ça devrait changer. Hmm. Il faut que ça change.
Quand on est Street Smile, que son ADN, c'est les spectacles de rue en entreprise pour les associations, vendre des shows, Ouais. est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que vous avez envie d'être sur scène? Est-ce que c'est un truc qui peut vous intéresser ou pas spécialement? Que l'ADN, ça reste la rue. Alors, on est appelé pour des shows sur scène. Euh, on est appelé sur des shows sur scène, mais euh, on a vu qu'on suscitait de l'engouement sur ce qu'on appelle les shows interactifs. Mhm. Donc, un show interactif, c'est un show dans un événement qui est plutôt festif où ils attendent de nous qu'on apporte la touche performance, animation, interactivité, comme ce que tu as vu en spectacle de rue. Ce qui m'a surpris justement, c'est cette méthode. Je vous ai observé, c'est tu trouves un endroit, tu attises ton public, le public reste, le public vous fait confiance, le public s'anime et participe à tel point que vous prenez un moment des enfants. Il y avait 10 enfants et je ne sais plus si c'est pas Baba qui a sauté sur les 10 enfants. Moi, j'ai dit, mais mon Dieu, jamais j'aurais laissé ma fille. C'est-à-dire que ils finissent même par faire la queue parce que vous avez un TPE et que les gens peuvent vous payer avec un TPE. Et j'ai vu des gens faire la queue et vous demander des photos. C'est-à-dire que vous suscitez un vrai phénomène et les gens, voilà, ils adhèrent à 100%. Cette méthode, elle est réfléchie, ça se travaille, ça aussi. Alors, euh, le but, quand les gens restent à la fin de ton spectacle, après le spectacle, c'est que tu as réussi à les toucher. D'accord? Mais arriver à ce niveau-là, ça met énormément de temps. Moi, vraiment, comme je t'avais dit tout à l'heure, moi j'ai mis 3 ans à comprendre un peu. Et une fois que tu l'as compris, il faut savoir, faut être en mesure de l'expliquer. Il y a des danseurs de rue qui font ça depuis très longtemps, qui le font super bien, mais qui sont incapables de l'expliquer aux autres. Hmm. Le rap et le milieu hip-hop semblent avoir évolué quand on parlait des années 90 à aujourd'hui 2024. Peut-être que les années 90, c'était plus bad boy, moins fun. Là, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision. En 90, les garçons, les b-boys, ça rigolait pas trop et c'était très sérieux. Qu'en est-il en 2024? J'ai l'impression qu'il y a une grande place à l'humour et l'autodérision. Et les hommes laisse même apparaître une, j'allais dire même féminité, mais je ne sais pas si féminité, mais sensibilité. Dans les années 90, je pense que la place du hip-hop, elle était différente de celle d'aujourd'hui. En 1990, bon, moi je suis né en 91, mais jusqu'à la fin des années 90, le hip-hop avait très grande, une très grande direction revendicatrice. C'est-à-dire que le hip-hop, c'était là pour revendiquer des valeurs, revendiquer des problèmes sociaux, revendiquer des problèmes sociétaux. Mm. Et aujourd'hui, le hip-hop, c'est une culture qui est consommée par tout le monde, par toutes les classes sociales. À contrario des années 90 où le hip-hop, c'était un peu plus consommé par les classes populaires. Mhm. Donc la place du hip-hop, je pense qu'elle a évolué au fil du temps. Mhm. Et forcément, l'état d'esprit, il évolue au fil du temps. C'est-à-dire quand on est dans une culture mainstream, c'est pas très drôle de faire la tête, quoi. Mm. Et en même temps, j'ai envie de croire que ça évolue d'une façon très positive. Dans tes, dans tes danseurs, j'ai pas vu de gens afficher des marques, j'ai pas vu de frimes. J'ai l'impression qu'on revient à un peu de simplicité et à des valeurs un peu plus sociales, encore une fois. Est-ce que je me fais une illusion ou j'ai cru voir des jeunes hyper sains et hyper simples, en fait. Qu'en est-il? C'est le but. Euh, L'idée du spectacle de rue chez Street Smile, c'est de pouvoir proposer un spectacle accessible à tous et pour tous. Mhm, Donc, sur une place comme celle de Beaubourg, mhm. euh, on a toutes les classes sociales qui se rencontrent. On a des touristes, on a les locaux, Des mamans avec on a leurs des mamans avec enfants. leurs enfants, exactement. On a des familles, on a des personnes âgées, on a des jeunes qui sont en terrasse à côté. Euh, L'idée, c'est de venir avec quelque chose qui est le hip-hop, mais de dire, écoutez, vous pouvez tous en profiter. Où est-ce qu'on trouve tes infos? Instagram? Instagram, alors Instagram Street Smile officiel,
LinkedIn, je publie régulièrement sur mon profil LinkedIn Youssef Tafat. Tafat, F-A-T, T-A-F-A-T. et Youssef avec un C. Euh, et notre site internet aussi, et streetsmile.fr. Et voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ce petit Youssef, là, le petit garçon de 8 ans? T'en as fait du chemin, mais c'est pas fini. Merci pour ce délicieux moment et à bientôt sur le parvis de Beaubourg. À bientôt, Youssef.